Eh bien, bonjour à toutes et tous. Encore aujourd'hui, les femmes assument en moyenne 71% des tâches domestiques et 65% des tâches parentales. Un exemple, sur qui pèse la charge mentale de prendre les rendez-vous médicaux pour les enfants? Eh bien, sur Doctolib, ce sont 85% des rendez-vous qui sont réservés par les mères, qui sont aussi celles, bien sûr, qui s'y rendent. Pourquoi? Quelles conséquences de ce surinvestissement des femmes dans la vie familiale, sur leur santé, sur leur évolution professionnelle? Autant de questions auxquelles nous avons cherché à répondre dans notre mission d'information sur les politiques d'accompagnement à la parentalité confiée par la délégation aux droits des femmes à Delphine Lingemann et moi-même, Sarah Legrain, députée LFI de Paris. Il ressort de nos travaux que la parentalité est la source méconnue de nombreuses inégalités. 90% des inégalités de revenus entre femmes et hommes est due à la parentalité, selon un rapport récent du Conseil d'analyse économique. Les femmes sont souvent considérées comme le parent principal, le père est bien souvent un parent auxiliaire. Ce surinvestissement tient, entre autres, premièrement à des stéréotypes de genre qui sont persistants sur le rôle des mères. Selon une étude de l'adresse, environ 60% des Français estiment que les mères savent mieux répondre aux besoins et attentes de leurs enfants que les pères. Cela tient aussi à un système d'accueil du jeune enfant, que ce soit les congés ou les modes d'accueil, qui est peu performant, auquel les femmes se retrouvent bien souvent contraintes de pallier. Un parent sur 5 est contraint de garder lui-même son enfant. Évidemment, sans surprise, ce sont surtout des femmes, faute de solution. Le congé paternité est 4 fois plus court que le congé maternité à l'heure actuelle, et 94% des congés parentaux sont pris par les mères. Les femmes dénoncent une injonction à travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et à avoir des enfants comme si elles ne travaillaient pas. Pour tenir la cadence de la double journée, elles sont souvent contraintes de faire des sacrifices, notamment pour leur évolution professionnelle, réduction d'activité, temps partiel, congé parental. Et pour le dire simplement, les femmes se retrouvent donc variables d'ajustement d'une politique familiale et d'un marché du travail qui peinent à se mettre en cohérence ensemble. En l'état actuel, la parentalité est un verrou à l'égalité. Et c'est donc avec cette intuition que nous nous sommes rendus, Delphine Lingemann et moi, pendant cette mission d'information en Espagne. Là-bas, entre 2019 et 2021, le congé paternité a progressivement été porté à 16 semaines, soit à égalité avec le congé maternité. Alors nous en retirons plusieurs observations. En premier lieu, les congés maternité et paternité ont une appellation neutre en Espagne. On parle de prestations pour naissance et soins de l'enfant. Le soin et l'attention apportée aux enfants n'ont pas de genre, et s'arrêter de travailler pour les accueillir n'est pas un congé. Deuxièmement, entre 2019 et 2021, à chaque augmentation du temps de congé paternité, le taux de recours a systématiquement augmenté. Le succès de cette mesure est reconnu dans la classe politique, à tel point que les différents partis proposent de porter les congés maternité et paternité maintenant à 20 semaines. Cela fait écho d'ailleurs au succès de la première réforme du congé paternité en France. Son allongement à 28 jours a donné lieu à un recours important. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas face à une politique irréaliste, impossible à transposer, venant de pays scandinaves en avance sur l'égalité de genre depuis des décennies, mais plutôt cela tient à la volonté politique d'un pays voisin, au modèle finalement très proche du nôtre. En s'inspirant du modèle espagnol, nous avons donc proposé dans ce rapport que le congé paternité soit progressivement porté à 16 semaines comme le congé maternité. Sur ces 16 semaines, 8 seraient obligatoires dès maintenant, c'est-à-dire dès la mise en œuvre de la réforme. Et obligatoire, cela signifie qu'elles sont en réalité garanties, que l'employeur doit automatiquement accorder ce droit. Et sur ces 8 semaines, on propose que les 4 premières semaines après la naissance soient prises après la naissance de l'enfant pour l'accueillir et pour soutenir la mère en postpartum, mais aussi 4 semaines dans ces 8 semaines obligatoires qui seraient prises à l'issue du congé maternité afin de favoriser le fait que le second parent puisse se retrouver aussi seul avec l'enfant. Ces 4 semaines seules sont fondamentales, ce sont celles qui vont donner un peu l'élan pour changer la répartition des tâches au long cours dans le couple. Les 8 semaines supplémentaires, elles, seraient facultatives. Leur déploiement serait progressif sur plusieurs années avec une montée en charge progressive de la réforme. Et si les indemnités journalières resteraient les mêmes, elles seraient aussi financées par la branche famille dont je souhaite rappeler ici qu'elle est excédentaire. Pris entièrement, ce congé ajouté au congé maternité garantit que l'enfant soit accueilli par ses parents au moins jusqu'à ses 6 mois. Le congé parental pourrait ensuite prendre le relais, il pourrait être pris après épuisement des droits au congé maternité et paternité. Et nous proposons par ailleurs de le rendre plus attractif financièrement avec une meilleure indemnisation. Bonjour, Alliole pour l'Humanité. Vous comptez donc en faire un projet de loi? Alors, donc, proposition de loi, parce qu'on n'en est pas encore au gouvernement, mais effectivement, on part sur l'idée de pouvoir en faire des propositions transpartisanes.
Alors, concernant le coût, la première chose à dire, c'est que l'estimation n'est pas très facile, mais on en fait une quand même dans le rapport sur la base des chiffres que nous avons pu avoir. En fait, l'estimation qu'on fait, elle est vraiment maximale parce qu'on a beaucoup de mal à avoir des estimations à la fois sur le taux de recours, mais aussi sur le taux de natalité, comme chacun sait. Ce qu'on a estimé, c'est que le congé paternité aujourd'hui, il est à 663 millions, tout régime confondu. Je rappelle que c'est la branche famille qui les finance. C'est important à rappeler parce que c'est versé par l'assurance maladie. Du coup, parfois, les gens pensent que c'est la branche maladie, mais c'est la branche famille qui verse ça à la branche maladie, qui ensuite verse aux bénéficiaires. Un congé de 8 semaines, ça nous amènerait, du coup, ce serait chiffré à 1,4 milliard, mais si on soustrait les 663 millions existants, ce serait 820 millions à mettre en place donc dès le début de la réforme, à investir dès le début de la réforme. Et ensuite, le congé de 16 semaines, lui, il amène évidemment de façon plus élevée à 2,3 milliards de montée en charge. Mais ça, c'est une estimation haute. Et par ailleurs, on fait remarquer qu'il y a probablement des externalités positives et des compensations des coûts à prévoir parce que tout d'abord, vous le savez, la branche famille est régulièrement excédentaire. Donc là, elle est excédentaire d'1 milliard sur 33 milliards, par exemple, pour les derniers chiffres de 2023. Donc, vous voyez, en termes de somme. Il y aurait une montée en charge progressive du coût, donc en fait, qui permettrait, qu'il y aurait sans doute un recours faible en fait au début. Donc l'arrivée à la somme maximale, ça prendrait sans doute de toute façon quelques années. Ça pourrait s'étaler sur plusieurs années. Et en termes d'externalité positive, évidemment, si ce qu'on pense, l'effet de faire en sorte qu'il y ait davantage de participation au travail des femmes, parce que ça va limiter le recours au congé parental, ça va peut-être limiter le recours au temps partiel, parce qu'il va y avoir des éléments plus partagés dans le couple. Eh bien, vous avez évidemment derrière le côté positif de l'augmentation des cotisations sociales par l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail. Voilà. Par ailleurs, ce qu'on analyse aussi, c'est qu'il devrait y avoir, vu que cette réforme permet que l'enfant soit accueilli jusqu'aux 6 mois, il y aurait probablement aussi une baisse de recours au congé parental qui est aujourd'hui parfois pris aussi faute de mode de garde avant les 6 mois ou parce qu'il n'y a pas l'envie de laisser l'enfant dans un mode de garde au mode d'accueil avant ces 6 mois. Donc on pense aussi qu'en fait, il y aurait aussi une répercussion de ce côté-là. Voilà. Et puis on pense que ce que ça enclenche du point de vue de l'égalité peut avoir vraiment des répercussions beaucoup plus larges dans la société. Pour les 4 semaines, les 4 semaines qui se suivent, il y en a une pour le premier parent et une pour le deuxième parent, c'est ça? Alors, donc là, on parle du congé paternité ou congé second parent, ou qu'on aimerait pouvoir appeler d'une façon la plus neutre possible. Et l'idée, c'est que sur les 16 semaines totales, comme pour le congé paternité, il y a 8 semaines, il y a 8 semaines obligatoires. Sur ces 8 semaines obligatoires, qui sont garanties par l'entreprise, il y aurait 4 semaines à prendre après la naissance et 4 semaines à prendre à la fin du congé maternité. Dans l'idée que si, par exemple, à la fin du congé maternité, la mère retourne au travail, eh bien, il y a ce moment d'autonomie du père avec l'enfant. Peut-être ajouter que c'est vraiment l'idée d'un droit supplémentaire, c'est ce qu'ils nous ont dit en Espagne. Ils ont dit, en fait, les pères l'ont vu comme un droit dont ils pouvaient se saisir, et il y a eu un taux de recours très, 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 très fort, en fait, un droit à s'arrêter. Et puis, je voulais aussi souligner qu'en France, dans les auditions qu'on a menées, on a pu voir vraiment cette très grande aspiration. On se rend compte qu'il y a vraiment dans tout un pan de la société une aspiration et qu'il y a aussi actuellement dans le congé paternité actuel quelques inégalités parce que comme la part obligatoire est faible, eh bien le congé dans son ensemble il est pris davantage par les salariés qui ont la possibilité de la négociation avec l'entreprise et qui vont moins craindre de ne pas le prendre. Évidemment, quand vous êtes en CDD ou quand vous êtes dans une situation de négociation avec votre employeur, de lui dire oui, je vais prendre les 28 jours auxquels j'ai droit, c'est plus difficile. En garantissant les 8 semaines dites obligatoires, mais qui sont du coup automatiques et garanties, on espère aussi que ça pourra toucher toutes les classes sociales et tous les types de métiers confondus. Oui. Et ça, c'est vraiment lié aussi au fait de se retirer progressivement de l'activité salariée. Et donc, en fait, quand on vous dit que 90% des inégalités de revenus entre femmes et hommes sont liées à la parentalité, ça veut dire qu'il y a une pénalité de la parentalité qui aujourd'hui pèse exclusivement sur les mères. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce qu'on mette en œuvre à la fois par le congé égal, mais aussi par les mesures décrites par ma collègue dans le monde de l'entreprise, c'est de dire, en fait, si vous adaptez l'organisation du temps de travail, l'organisation du travail aux contraintes de la parentalité, ce ne sont plus aux femmes de s'adapter en faisant quoi? Eh bien, en demandant des autorisations en s'absentant pour aller à un rendez-vous parent-prof, pour aller à un rendez-vous médical. Ce ne sont plus aux femmes de louper des réunions qui ont lieu après 17
17h, par exemple. Donc, si vous dites, en fait, les réunions après 17h, c'est fini pour tout le monde, eh bien, vous dites aussi à tous les parents que, eh bien, à égalité, ils peuvent aller chercher leurs enfants. Si, effectivement, vous dites qu'il y a des autorisations d'absence pour les 2 parents qui sont quantifiées dans le Code du travail, qui disent qu'il doit y avoir des autorisations d'absence, et la recommandation qu'on fait, on suit une commission, les avis d'une commission parentalité qui a été rendue il y a quelques mois, on propose 4 demi-journées par an d'autorisation d'absence pour des rendez-vous de l'ordre de la scolarité. Donc ça peut être la rentrée, et donc évidemment pour père comme mère. Et donc quelque part, une fois que ça c'est inscrit dans la loi, c'est plus facile aussi dans le couple de dire puisque les deux y ont droit. Et en fait, c'est ça qui fait qu'au final, ce qu'on espère, c'est que vu que c'est 90% des inégalités de revenus, ça veut dire que cette tendance finalement des femmes à perdre du salaire, non pas parce que vous avez un employeur à leur retour du congé maternité qui va leur baisser leur salaire, c'est pas ça qui va se passer, c'est que progressivement, elles vont réduire leur temps de travail. Elles vont réduire leur progression dans la carrière, pendant que du côté des hommes, c'est la mécanique presque inverse qui va se produire. Là, ce qu'on aimerait, c'est que cette sorte de pénalité d'abord soit moins lourde, que le monde du travail s'adapte à la parentalité, mais s'il y a une pénalité parentale, qu'elle soit aussi partagée à égalité entre les parents. Voilà. Juste sur les tâches domestiques, j'ajoute juste quelque chose sur les activités domestiques. C'est aussi une façon de dire que ces compétences-là ne sont pas innées. Parce que le fait qu'elles soient considérées comme innées dans la société fait qu'elles sont reléguées aux femmes dans la sphère domestique et aussi aux femmes dans la sphère travaillée, puisque, vous savez, les métiers de l'entretien, du soin, sont des métiers très, très, très largement féminisés et qui sont d'ailleurs sous-valorisés de ce fait-là. Hein. Et donc, quelque part, dire que ça s'apprend à l'école aussi, de faire la cuisine, d'entretenir, de réparer des objets, etc. Et de dire que tout ça, ce sont des compétences. C'est aussi une façon, on pense jusqu'au bout de la chaîne, de revaloriser toutes ces compétences, ces métiers-là, et en tout cas d'arrêter de les assigner à une prétendue nature maternelle ou nature féminine qui ferait que ce soit aux femmes de le faire et qu'en plus elles le fassent en n'étant pas reconnues pour ce travail à sa juste valeur et pour ses compétences à leur juste valeur. Voilà. Dernière question à ce sujet, si jamais il y avait proposition de loi, est-ce que vous pensez que des camps plus traditionnels ou conservateurs seraient intéressés par cette dissolution un peu des rôles genrés féminins et masculins? Parce qu'à l'inverse, il y aurait une tendance traditionnaliste à défendre justement ces rôles attribués. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'en délégation aux droits des femmes, l'extrême droite n'a pas daigné se déplacer pour parler de parentalité et d'égalité dans la parentalité, quoiqu'ils aient des députés membres de cette délégation. C'est sûr que ça pourrait faire des mécontents, mais il faut l'assumer, en fait, de dire qu'on est contre l'égalité. Je ne suis pas sûre que ça s'assume si facilement de dire qu'on ne veut pas de l'égalité femmes-hommes. En tout cas, ce qu'on a constaté en Espagne, qui est impressionnant, c'est que les différences de bord politique et d'approche des bords politiques n'empêchent pas un accord très fort, enfin aucune remise en question de la question de l'égalité du congé. Et voilà, ils vont peut-être pas tous forcément se dire féministes ou se dire, mais en fait c'est pas un sujet, c'est pas vu comme une position idéologique. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de traduire aussi à travers un rapport MoDem LFI. Je pense qu'on voit bien tout ce qui peut nous distinguer dans le champ politique. Et en même temps, là, on peut se retrouver sur des choses qui sont des mesures de bon sens et des mesures de cohérence avec aussi ce qu'on a inscrit dans notre droit, dans notre constitution, l'égalité entre les femmes et les hommes. À un moment, il faut identifier les freins et puis il faut que les politiques publiques elles suivent. Voilà. Mais donc du coup, on prendra avec plaisir aussi la mobilisation populaire, parce que tout ce qu'on traduit là, c'est aussi des aspirations qu'on a rencontrées chez les personnes qu'on a auditionnées, que ce soit les associations, mais même les acteurs de terrain, etc. Et on pense qu'il y a une très forte volonté dans la société et que quand cette volonté est là, comme pour par exemple l'inscription de l'IVG dans la Constitution, pour d'autres choses, voilà, quand il y a une volonté qui est portée dans le pays, eh bien, à un moment, la politique suit, c'est ce qu'on espère.